Wow, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes dimanche. Attendez, je vois le temps, l'heure, pardon. 21h50, dimanche 18 février 2024. Soyez les bienvenus sur le direct de Keita Cheikh Oumar. Ça fait 2 jours, j'étais au repos. J'ai pris 2 jours de repos pour me relaxer un peu. Alors, j'ai découvert un nouveau produit avec le Damsa qui vous aide à bien dormir, à bien manger, à nettoyer tout le système. Vraiment une relaxation impeccable. Donc, j'ai pris le Damsa pour me reposer pendant 2 jours. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est un nouveau type de Damsa que j'ai reçu 2 ou 3 jours hein, qu'il m'a envoyé. Je crois que c'est le jeudi ou le vendredi qu'il m'a envoyé. Donc, le samedi, j'étais au repos. Le vendredi aussi, j'étais au repos. Aujourd'hui, c'est dimanche. Donc, nous allons échanger sur l'actualité de notre continent, que l'actualité est riche, que l'actualité est abondante, que l'actualité interpelle. Alors, pour tous ceux et toutes celles qui viennent de nous prendre en marche, ceux qui ne sont pas encore abonnés, nous vous invitons à vous abonner sur notre page Cheikh Oumar Keita Facebook. Et, donnez-moi une seconde. Alors, nous vous souhaitons, d'abord vous abonner sur ma page Cheikh Oumar Keita, ok? Sur Facebook et puis sur YouTube, Keita Cheikh Oumar, ok? Nous sommes l'ensemble. Alors, pour les petits idiots qui viendront poster des commentaires nuisibles, soyez-en certains, vous serez balayés. La première, comment on appelle, remarque, pour ne pas dire le premier avertissement, c'est la suppression du message indigne que vous postez. Deuxièmement, vous êtes banni de ma page, banni de mes directs. Je vais avec la mesure, je supprime d'abord le message. Si vous continuez à montrer que vous êtes quelqu'un d'indésirable, je me ferai le devoir et le plaisir de vous bannir. C'est aussi simple que ça. Les idiots n'ont pas leur place ici. Les malpolis n'ont pas leur place ici. Ceux qui veulent comprendre seront les bienvenus. Ceux qui veulent nous tenter seront bannis. Aussi simple que ça. Alors, on maigrit parce que c'est le temps. Il faut... Attendez. Il y a un idiot qui est là. On va le bannir. Parce que quand on parle, c'est pour... Alors, on va continuer. Donnez-moi une seconde. Rapidement, on doit bannir une personne là qui est là. Et voilà. Ensuite, on fait ceci. Donnez-moi une seconde encore. Voilà. Alors, ça fait énormément plaisir et puis on est ensemble. Il s'agit de parler de cette fameuse organisation que nous appelons la CEDEAO, le Club des Amis. Une organisation qui est à la création, avait pour un objectif unique l'intégration d'un marché commun entre les États membres, la libre circulation des personnes et des biens. Mais cette CEDEAO, après, s'est mue en une organisation criminelle et terroriste. Quelqu'un qui vous empêche de vous soigner, qui impose un embargo, c'est un terroriste. Quelqu'un qui viole les tests et les conventions internationales est un terroriste. Ce n'est pas seulement l'organisation, la CEDEAO, qui est aujourd'hui une organisation terroriste. Tous les présidents qui ont, selon eux, s'alignent sur les décisions de la CEDEAO sont des présidents terroristes. Le premier terroriste de tous les présidents de la CEDEAO, c'est Alassane Dramane Ouattara. Je répète, le premier terroriste, donne-moi une seconde, il y a un idiot qui est là.
c'est ta maman qui refuse la contradiction. Ce n'est pas pendant mon direct que tu viens faire la contradiction, idiot. Si tu veux faire la contradiction, tu m'invites et puis je fais la contradiction. Mal élevé. C'est pendant mon direct que tu viens faire la contradiction. Merde que tu sois. Donnez-moi le temps, je vais... Voilà. Alors donc, vous voulez la contradiction? Organisez un débat. Ce n'est pas pendant que j'ai un objectif, j'ai un sujet précis, que les idiots viennent me dire ils veulent faire la contradiction. Quel genre de contradiction vous voulez? Perturber mon direct ou la contradiction? Si vous êtes sincère que vous voulez une contradiction, invitez-moi. Et puis on va discuter. On verra si vous êtes à la hauteur ou si vous n'êtes pas à la hauteur. Des merdes comme ça, vous faites votre direct, ils viennent pour essayer de perturber et puis pas de contradiction. Est-ce que je vous ai dit pendant mon direct là, je permets la contradiction? J'ai déjà dit à quelqu'un que pendant mon direct, je veux la contradiction. Je dis, si vous êtes prêts, invitez-moi. C'est ce que j'ai toujours dit, non? Voilà un idiot qui croit qu'il a quelque chose dans la tête. Alors donc, tous les présidents de la CEDEAO qui ont pris des sanctions contraires au test de la CEDEAO, si nous appelons la CEDEAO une organisation terroriste, ce n'est pas la CEDEAO qui s'est levée elle-même, ce sont les hommes qui font fonctionner la CEDEAO. Et ceux qui ont pris cette décision au nom de la CEDEAO, quand nous disons que la CEDEAO est une organisation terroriste, alors nous allons dire, je ne donne pas mon numéro, tu as mon numéro pourquoi? Si tu écoutes, tu sauras. Attendez, si vous commencez à m'énerver là, je vais me donner vraiment un réel plaisir à vous bannir, sans état d'âme. Le capitaine Ibrahim l'a dit, sans état d'âme. Donc sans état d'âme, je vous balaie. Voilà. Alors donc, ceux qui prennent les décisions, qui alimentent la CEDEAO, qui animent la CEDEAO, qui parlent au nom de la CEDEAO, sont aussi terroristes que l'organisation elle-même. Alassane Ouattara est le premier terroriste de l'Afrique de l'Ouest. Oui, écrivez. Keïta a dit. Alassane Ouattara est le premier terroriste de l'Afrique de l'Ouest. Voilà un autre terroriste qui a été confronté aux règles du jeu et aujourd'hui, il a du mal à s'en sortir. Il s'agit évidemment de Macky Sall. Aujourd'hui, il a voulu jouer à ce petit jeu avec le peuple sénégalais que j'ai souvent appelé des légalistes. Le droit à gagner. Il a été humilié. Maintenant que sa femme soit d'accord, qu'Alassane Ouattara ne soit pas d'accord, nous on s'en fout. On attend. Si Macky Sall, cette fois-ci, s'il est parce que le monde entier sait que la justice sénégalaise a tranché. Mais permettez-moi de comprendre quelque chose. On va élaborer quelque chose. Ce qui est dangereux. Macky Sall a dit dans une de ses interventions, Macky Sall, il a dit, dans une de ses interventions, il dit, la dernière intervention qu'il a faite avant de reporter les élections, le communiqué qu'il a produit, il a dit quoi dans son communiqué? Il a dit, je cite, « Je suis un homme de parole, je suis un homme de principe, j'ai des valeurs, j'ai décidé de ne pas être candidat, quand même bien que la Constitution me le permet. » Attention, vous n'avez pas saisi. Le président Macky Sall dit, quand bien même, je dis bien quand bien même la Constitution me permet d'être candidat, je ne serai pas candidat. La Constitution me donne le droit d'être candidat, mais je ne serai pas candidat. Ça, c'est excellent, extraordinaire. Ça, c'est Macky Sall qui a dit, ce n'est pas moi. La Constitution me donne le droit d'être candidat. Mais, comme je suis un homme de principe, je ne serai pas candidat. Quand bien même que j'ai le droit constitutionnel de postuler une troisième fois, je renonce à faire cela. C'est important. J'insiste, je persiste, je répète la même chose. Écoutez, maintenant, regardez ce qui est intéressant. En d'autres termes, cela suppose que le Conseil constitutionnel
aurait donné son approbation à une troisième candidature de Macky Sall. Je répète encore. Aujourd'hui, là, c'est un jour de haut niveau. On s'en va. En d'autres termes, Macky Sall dit que le Conseil constitutionnel lui aurait, je dis bien, lui aurait donné le droit, la garantie, selon laquelle il pourrait postuler pour un troisième mandat. C'est ce que Macky Sall a dit, c'est ce qu'Alassane Ouattara a dit, c'est ce qu'Alpha Condé a dit. Alors, je voudrais que les Ivoiriens écoutent ceci. Si vous avez la possibilité de partager, je vous en prie, balancez partout et faites-me remonter au palais de la présidence sénégalaise. Et faites remonter encore. Je suis content parce que, vous savez, quand vous discutez avec les Sénégalais par moment, ils veulent toujours montrer qu'ils ont la maîtrise et que ce sont vraiment des, comment on appelle ça, des épicuriens. Hein? Ce sont des Pythagore. Ce sont des Karl Marx, ce sont des philosophes des Lumières, c'est-à-dire ils ont l'esprit aiguisé, ils ont la conscience claire de ce qu'ils veulent. C'est pourquoi très souvent je dis faites remonter au Sénégal pour que les épicuriens, les Karl Marx, les Descartes et tous ces autres-là qui viennent m'écouter et remettre en cause ce que je dis. Mais pas les petits plaisantins, les ratés là, qui sont incapables de tenir un discours qui viennent pendant mon direct, tu refuses la contradiction. Maudit, tu m'as invité sur un plateau de télévision et puis j'ai refusé, c'est pendant mon direct, tu as venu faire ta merde de contradiction. Est-ce que je t'ai dit pendant mes directs là, tu fais la contradiction? Et ici, c'est moi seul qui j'ai la parole. S'il y a des commentaires qui sont déplacés, je les supprime et puis bien je vous bannis. Maintenant, si vous voulez réellement un débat contradictoire, organisez-vous, saisissez un organe de presse, un média en ligne. On peut le faire par visioconférence. Invitez-moi. Je vais vous dépêcher comme lapin. Je vais vous dépêcher comme un poulet. Alors, salut à toi ma chérie Kadi. Donc, Macky Sall dit la constitution sénégalaise lui aurait confirmé, garanti et dit qu'il est possible, s'il souhaite d'être candidat, qu'il peut être candidat. C'est ce que Macky Sall a dit. Mais curieusement, qu'est-ce que cette même cour, sinon pour ne pas dire ce même conseil constitutionnel a dit? Le même conseil constitutionnel dit que le mandat, la durée du mandat d'un président ne saurait excéder la date limite exigée par la Constitution. Et ça, là, jusqu'à présent, personne n'a développé cet aspect. Le mensonge de Macky Sall a été dévoilé. Macky Sall a menti. Alassane Ouattara était un menteur endurci, un menteur pitoyable, pathétique. Alassane Ouattara est un menteur pathologique. Il a entraîné Macky dans son mensonge. La vérité a rattrapé Macky Sall. J'ai écouté le soi-disant prophète, moi c'est eux, je donne les noms, moi je m'en fous de leur nom. Eli Pada, c'est ça? Qui a dit que Macky Sall sera humilié. Mais l'humiliation de Macky Sall est là. Eli Pada, pour avoir parlé de Macky Sall, pour avoir parlé de Macky Sall et pour avoir prédit des choses sur Ouattara, ils ont eu tellement peur, ils ont arrêté le monsieur. Eli Pada. Il a dit, Macky Sall, la honte est à la porte du palais. Mais voilà la honte qui est là. Et pour le moment, on parle de ce que le Conseil constitutionnel a dit, mais on ne revient pas sur les propos de Macky Sall qui dit que quand bien même que je peux, que j'ai le droit, que la Constitution me donne le droit de postuler à un troisième mandat, voilà le Conseil constitutionnel qui dit, ce n'est pas possible. Tu as droit à 2 mandats consécutifs, c'est terminé. Après ça, tu ne peux plus. C'est la raison fondamentale. Sinon, je vous amène à un niveau beaucoup plus technique du droit. Il y a des éléments techniques du droit, et je suis sûr que les constitutionnalistes seront beaucoup surpris de ce que je suis en train de dire. Parce que c'est un élément qu'on n'a pas suffisamment décortiqué. Que les Sénégalais, c'est vrai, ils sont dans l'émotion, ils sont frustrés, ils sont énervés, ils n'ont pas beaucoup décortiqué cet aspect. Je vais le décortiquer pour vous avant qu'on revienne à la CEDEAO.
Si réellement le Conseil constitutionnel avait dit à Macky Sall, avait garanti à Macky Sall qu'il a le droit de postuler pour un troisième mandat, jamais de la vie, le Conseil constitutionnel n'aurait remis en cause le décret présidentiel de Macky Sall. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Hello? Somebody is there? Are you listening? Okay. I'm going to take you to another level, right? Higher, higher, and higher level. We need to understand exactly what's going on. Macky Sall, the president of Senegal, is a big liar. Big, big liar. Alors, si réellement Macky Sall, selon la Constitution, pouvait, jamais le Conseil constitutionnel n'aurait agi. Pourquoi? Pour la simple raison qu'il y a ce qu'on appelle la continuité législative, pour ne pas dire la continuité administrative ou présidentielle. Donc, si le Conseil constitutionnel reconnaissait le droit à Macky Sall de postuler à un troisième mandat, jamais les termes utilisés par le Conseil constitutionnel pour invalider et la décision de Macky Sall et la loi qui a été votée, jamais le Conseil constitutionnel n'aurait agi ainsi. Donc, en agissant ainsi, le Conseil constitutionnel démontre que Macky Sall a menti. Les Sénégalais peuvent porter plainte contre lui pour avoir menti. C'est un menteur. Donc, ça c'est beaucoup trop technique. Oh, laissez, attendez, je vais voir, attendez, restez, mon Bachili n'est pas là, c'est pas grave, Bachili n'est pas là, attendez, donnez-moi une seconde, voilà, merci beaucoup, merci pour les gars, voilà, merci infiniment, faites-moi confiance, les maudits, on va les balayer, ok? Merci. Alors, si Macky Sall disait la vérité, le Conseil constitutionnel serait dans l'embarras d'invalider une décision prise par un président susceptible d'être candidat. Alors, les tests constitutionnels qui ont été évoqués et qui ont sous-tendu la décision du Conseil constitutionnel ne sauraient être évoqués. Donc, non seulement Macky Sall avait menti le premier jour en disant que, quand bien même que la Constitution me donne le droit, voilà la Cour constitutionnelle qui dit « Macky Sall, tu ne peux pas aller au-delà de 2 mandats. La Constitution ne te donne pas le droit. » Donc Macky Sall a menti. Deuxième élément, ça c'est important que les Sénégalais le comprennent. Alors, donc si Macky Sall a menti, des Sénégalais ont été blessés, des Sénégalais ont été arrêtés. Ces arrestations sont illégales. Les blessés ou les morts, les parents des victimes peuvent porter plainte contre l'État du Sénégal, contre la zone Amérique et contre Macky Sall, contre tous les ministres qui sont en train de manipuler la Constitution. Les ministres menteurs, les ministres véreux, les ministres criminels doivent être attaqués au même titre que Macky Sall en justice pour avoir menti. Et c'est le mensonge de Macky Sall qui a entraîné le bain de sang, la colère dans la rue, la nervosité des Sénégalais. C'est le mensonge de Macky Sall qui les a poussés à sortir. Alors, c'était la petite rectification que je devais faire parce que c'est passé sous silence. On n'a pas réellement vu cela. Donnez-moi une seconde, je vais mettre notre bunker en marche. Donc, voilà, on devait être, voilà, on est bien connecté. Il est important pour nous. Et puis ensuite, on va revenir sur ce grand discours d'Ibrahim. Ibrahim qui a fait un discours phénoménal le samedi
face à la jeunesse burkinabé, où il est revenu une fois de plus sur la genèse de la décision de l'AES à quitter cette organisation criminelle, cette organisation maléfique, cette organisation sans foi ni loi, cette organisation qui viole ses propres tests, c'est-à-dire la CEDEAO. Vous vous rappelez que Chris Yapi, je répète, Chris Yapi nous avait permis d'avoir une idée sur le double jeu de Faure Gnassingbé, le président actuel du Togo. C'est vrai que Patrice Talon est revenu sur sa décision qu'il regrette, mais Faure Gnassingbé, quand j'ai pris le temps d'écouter Chris Yapi sur ce qu'il a dit sur Faure Gnassingbé, je vais essayer de voir si on peut réécouter le message de Chris Yapi. Et quand j'ai vu Gnassingbé en Côte d'Ivoire, automatiquement, je me suis rappelé de ce que Chris Yapi avait dit. Comment Chris Yapi a... Donnez-moi une seconde, rapidement. Comment Chris Yapi a décortiqué l'attitude du président Faure Gnassingbé, n'est-ce pas, du Togo. Et ensuite, quand j'ai vu Faure Gnassingbé en Côte d'Ivoire, à l'invitation, répondant à l'invitation d'Alassane Dramane Ouattara, permettez-moi de vous retrouver la vidéo rapidement de Chris Yapi, mais pendant ce temps, on continue. J'ai été surpris. Voilà ça ici. Dieu merci, c'est encore là. J'ai la bande ici avec moi. On va revenir. On va écouter. Et puis on va écouter Faure Gnassingbé. On va écouter, partager. Faure Gnassingbé, l'instrument de l'impérialisme occidental pour détruire l'Alliance des États du Sahel, AES. Écoutez, hein. Le Togo, ancienne colonie allemande, s'est retrouvé à l'issue de la guerre 14-18 sous la tutelle de la France après la défaite de l'Allemagne. En 1960, ce petit pays ouest-africain accède à l'indépendance sous le leadership du président Sylvanus Olympio, un héros indépendantiste africain, hautement formé à la London School of Economics. Olympio tentera de sortir son pays de la vassalité envers la France en esquissant la diversification des relations géopolitiques de son pays vers l'Allemagne, la Grande-Bretagne, les États-Unis. Olympio voulait doter le Togo d'une monnaie, d'une armée, d'institutions libres de toute tutelle. Pauvre de lui, pauvre peuple togolais. Tout ceci sera mal vu à l'Élysée et l'homme de main du président Charles de Gaulle, Jacques Foccart, orchestrera avec la complicité américaine l'élimination du président Olympio le 13 janvier 1963 dans l'enceinte même de l'ambassade des États-Unis à Lomé au Togo. On installe alors une marionnette, Nicolas Gruninski, qui sera très vite déposé 4 ans plus tard, en 1967, par le soldat de la coloniale Étienne Gnassingbé Eyadema, l'un des principaux artisans de l'assassinat du héros Olympio en 1963. Écoutez bien. Depuis lors, le Togo est rentré dans l'escarcelle du système mafieux de la France-Afrique et le putschiste civil Faure Gnassingbé, qui depuis 2005 a succédé à son autocrate de père, ne tient pas moins son pays d'une main de fer. Tripatouillage constitutionnel, fraude électorale, embastillement des opposants, exil forcé des opposants, assassinat de manifestants et de résistants, tout y est. Le Togo de Faure Gnassingbé, qui opère avec la bénédiction de la France, des États-Unis et avec une assistance militaire étroite d'Israël, est une dictature pure et dure. Que personne ne s'y trompe.
Héritier putatif de la France-Afrique, il ne fera jamais rien contre la France qui garantit sa dynastie. Ayant fait une partie de ses études aux États-Unis, il a ses entrées dans tout l'impérium occidental. La France, sentant qu'elle dégringole dans toute la sous-région africaine, a décidé de mettre deux sortes de fer au feu. D'une part, des vassaux purs. Voilà, c'est là que ça devient intéressant. Je vous en prie, partagez au maximum. N'oubliez pas de vous abonner à ma page Cheikh Oumar Keïta YouTube, autant pour moi en Facebook, et Keïta Cheikh Oumar YouTube. Abonnez-vous, actionnez la cloche de notification pour ne rien rater de tout ce que nous faisons. Poussez beaucoup de bleus et les cœurs pour aimer, partager sur toutes les plateformes des réseaux sociaux dans vos différents groupes. Écoutez très bien, c'est maintenant que ça devient intéressant. J'ai été l'un des défenseurs du président Faure Gnassingbé il y a des mois, vous le savez. Je ne crache pas dans une assiette et puis aller manger dedans. Non. Je dis, j'ai toujours tenu un langage de vérité vis-à-vis de vous par rapport à mes engagements panafricains, par rapport à mes engagements politiques. Je dis à la date d'aujourd'hui, Faure Gnassingbé nous offre une porte de sortie, une porte d'entrée, c'est-à-dire le port de Togo concernant le Burkina et le Niger. Et on remercie sincèrement Faure Gnassingbé pour cela. Je l'ai toujours dit. Et les Togolais qui me contactaient dans ma boîte me demandaient pourquoi je soutenais Gnassingbé. Je dis, mais il vous appartient de sauter Gnassingbé et non nous d'aller sauter Gnassingbé pour vous. Mais ce qu'il a fait de bien, vous voulez que je n'en parle pas, je vais en parler parce qu'il nous a aidés. C'est la même chose que j'ai faite pour le colonel Doumbia qui est aujourd'hui général. Évidemment, tout le monde sait qu'aujourd'hui il est en train de dévier. Il appartient aux Guinéens de le ramener à l'autre, pas à nous. Mais tant qu'il nous aide, nous, on n'a pas un problème. Nous, nos régimes ne sont pas pour aller déposer un président. Quand c'était chaud au Niger, quand on était contacté par des compatriotes au Niger, on leur a dit, on ne peut pas, il vous appartient de vous assumer. Et le Niger s'est assumé. Aujourd'hui, on fait le combat avec le Niger, en compagnie du Niger, on est ensemble. C'est la même chose que je dis pour les Togolais. Et aujourd'hui, Faure Gnassingbé, certes, nous a soutenus à un moment donné, mais aujourd'hui, on ne dit pas qu'il ne continue pas à nous soutenir. Mais il y a un double jeu qui est en train de se faire. Et nous remercions Crésiapi. Quand il fait le bon travail, moi je le dis, il est bon. Quand je dois le contredire, de façon respectueuse, je le contredis. Mais ici, je lui donne 100% raison sur le comportement et l'attitude de Faure Gnassingbé. Pour la simple et bonne raison. Rappelez-vous ce que j'ai dit. D'abord, le langage du ministre, le professeur Ducé. D'abord, quand le Togo négociait pour la libération des 49 mercenaires de Ouattara. J'ai dit la manière dont il a tenu le discours, il a créé la confusion. Il était obligé de se ressaisir et le ministre Diop a apporté la rectification. Parce que Ducé, il a la spécialité, la faculté d'induire les gens en erreur. Quand il allait au Niger, il a voulu mettre le Niger devant le fait accompli. Il est sorti, il a tenu des propos. Quand vous êtes en négociation, c'est des propos qu'on ne tient pas. C'est pourquoi j'ai interpellé le président. J'ai dit, fort attention, il faut parler à ton ministre là, des Affaires étrangères. Il est en train de dire des choses qui ne sont pas correctes. Il est en train de prendre un chemin que ce n'est pas ça. Et la sortie de Ducé a plombé les négociations. On a mis un terme aux négociations parce qu'il a dit quelque chose qui n'était pas du tout vrai. Et aujourd'hui, c'est Faure Gnassingbé qui est appelé à Abidjan. Mais pour comprendre pourquoi Faure Gnassingbé est appelé à Abidjan, parce qu'on va écouter Alassane Ouattara, on va écouter Faure Gnassingbé. Mais pour comprendre pourquoi Faure Gnassingbé a été appelé à Abidjan, c'est là que ça devient intéressant d'écouter Crésiapi. Tel Alassane Ouattara, Macky Sall ou Umaro Sissoko Embalo vont souffler le chaud en instrumentalisant abusivement la CEDEAO. D'autre part, des vassaux déguisés, fins et hypocrites, tel Faure Gnassingbé justement, et son ministre hibou des Affaires étrangères, Robert Ducé, qui seront chargés de souffler le froid si la solution dure est en panne. Devenu impopulaire comme jamais au Togo, en raison de son exercice abusif et libidineux du pouvoir, Faure Gnassingbé a décidé de se faire une aura positive dans le domaine international en se bâtissant un profil de médiateur attitré, de facilitateur, d'homme parcelle entre tous les camps, bref, de modéré attitré.
Or, en fait, ce qui se passe, c'est une lutte à mort entre Faure Gnassingbé et Alassane Ouattara pour savoir qui est le meilleur vassal de la France en Afrique. Le dictateur Ouattara est sur la pente déclinante et Faure Gnassingbé veut lui ravir sa place comme le régent incontournable de la France. D'où une attitude visant le même résultat, mais totalement contraire à celle d'Alassane Ouattara dans la CEDEAO. La France a son mauvais flic en Ouattara et son bon flic en Faure Gnassingbé. D'accord. On va s'arrêter là et puis on va revenir écouter Faure Gnassingbé. Je sais que vous avez déjà écouté ce que Chris Yapie a dit. Ce qui est intéressant, c'est que vous écoutez, mais les analyses et les décryptages qu'on fait vous permettent d'avoir une lucidité et une compréhension beaucoup plus élargie. Maintenant, ça c'est Faure Gnassingbé. Vous vous rappelez de Blaise Compaoré? Aujourd'hui, Blaise Compaoré, on ne peut pas le regarder. Moi, j'ai vu une de ces photos qui ne remonte pas à trop longtemps. J'ai été choqué, j'ai été blessé. Quand j'ai vu la photo de Blaise Compaoré, j'étais dépassé. J'étais dépassé. On prie Dieu, malgré tout ce qu'il a fait, que Dieu lui accorde vraiment sa clémence et lui apporte une guérison. Blaise Compaoré était l'homme de main des États-Unis et de la France dans le Sahel. La libération des terroristes, les négociations, c'était lui. C'est-à-dire quand Blaise est parti, là où Chris Yapie n'est pas allé plus loin, là où je vous amène, où Chris Yapie n'est pas allé, c'est pour que le Togo prenne cette position, il a fallu d'abord que Blaise Compaoré tombe. Chris Yapie, c'est mon bon petit, il n'a pas vu ça, c'est pas grave, on ne peut pas tout connaître, on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout voir. Ainsi, donc, Blaise Compaoré, qui était le bon petit des Occidentaux dans le Sahel, est celui-là qui était écouté à tous les niveaux. Aujourd'hui, Faure Gnassingbé a pris la place de Blaise Compaoré. N'oublions pas ça. Faure Gnassingbé a pris la place de Blaise Compaoré. Certes, le Togo n'est pas dans le Sahel, mais dans les relations entre Occident et les pays sahéliens, Faure Gnassingbé est en train, quand bien même qu'il n'est pas dans le Sahel, il veut s'imposer comme incontournable dans la résolution de crises dans le Sahel. Comme Blaise Compaoré l'était à l'époque, avant la chute de Blaise Compaoré. Alors, maintenant, comprenons bien ceci. On va revenir maintenant à ce niveau-là, on va revenir ici. Pourquoi? Donnez-moi une seconde, je vais vous faire écouter, c'est intéressant, parce qu'il faut que vous écoutiez cela. Maintenant, vous allez écouter ceci. C'est important pour nous. Une seconde. Oh là là, faut pas me fatiguer, faut aller vite là. Comme vous l'avez constaté, nous avons passé beaucoup de temps, 2 heures de temps ensemble. 2 heures. Nous avons passé en revue les difficultés, les préoccupations que nous avons au niveau de la sous-région, que ce soit au niveau de la CEDEAO, comme de l'UEMOA. Et le président Faure est également... Patrice Sagana, moi-même, je n'avais pas fait attention à ça. Ouattara dit 2 choses, 2 éléments, CEDEAO et UMOA. UMOA, c'est la BCAO. UMOA, c'est le franc CFA. Donc, Ouattara reconnaît que le franc CFA est en chute libre. Si les 3 pays sortent de la zone UMOA, le franc CFA sera dévalué. On ne vous l'a pas dit. Vous savez, il y a un narratif qu'on est en train de vendre. Eh Allah, Allah. L'incontournable Cheikh Oumar Keïta, écoutez encore. Il ne se vante pas, mais ses mérites sont reconnus. Il ne se vante pas, mais sa capacité et sa force de frappe sont inégalables. Il ne se vante pas,
mais il est à la hauteur du défi. Alassane Ouattara reconnaît indirectement et directement que si le Mali, le Burkina, le Niger, si nous sortons, si l'AES sort du CFA, le CFA automatiquement, ce qu'on ne nous dit pas, on fait croire que c'est nous qui allons perdre. On fait croire que c'est nous qui allons être dans les difficultés. On fait croire que c'est nous qui allions tomber. Mais alors que Ouattara dit ici, s'ils partent, le CFA sera dévalué. Le CFA va perdre de sa valeur. Waouh! 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 Tout mon corps. Et quand je reçois comme ça, tu sens que ça quitte à haut. C'est-à-dire, ça commence par la tête. La tête commence à tressaillir et tout le corps. Parce que là, ce n'est pas toi. Là, c'est ton créateur. Là, c'est Dieu même qui a mis dans ta tête. Et puis tu as dit. C'est Dieu qui a mis dans ta bouche et puis tu as parlé. Depuis tout le monde parle. Personne n'a parlé de ça. Aucun spécialiste, aucun économiste. Mais tout le monde se livre à des spéculations sur le Mali, le Niger et le Burkina. Mais personne ne parle des conséquences directes sur le CFA. Pati Sakana. Ça là, je n'avais même pas fait attention quand j'ai écouté. Donc, le CFA sera dévalué. Et si le CFA est dévalué, la Côte d'Ivoire, sa dette sera multipliée par 1,5 ou 2. C'est-à-dire que si la Côte d'Ivoire doit 30 000 milliards de francs CFA, sont multipliés par 2, ça fait 60 000 milliards que la Côte d'Ivoire doit payer en cas de dévaluation. Oh oh! Pati Sagana, Pati Sagana, Pati Sagana. On dit quoi? Coup de marteau. C'est pas comme ça, on fait coup de marteau. Coup de marteau. Coup de marteau. Coup de marteau. Donc la sortie de l'AES est le coup de marteau sur l'UMOA et la CEDEAO. Coup de marteau. Coup de marteau. Coup de marteau. Pa. On ne vous a pas dit ça. On vous cache ça. On nous attaque. On cache la vérité. Pa. Ah, ça c'est un coup de marteau. Un coup de marteau spirituel. Un coup de marteau catastrophique. Un coup de marteau monétaire. Un coup de marteau géopolitique, géoéconomique. C'est vous qui allez avoir des problèmes et non nous. Voilà la réalité. Maintenant que ces pseudo-spécialistes et économistes arrêtent de se vanter sur les plateaux de télévision médiocres et qu'ils viennent à la source pour qu'on leur dise la vérité. Ce n'est pas nous. C'est parce que nous sommes 7 que le CFA est à ce niveau. Si nous on sort, le CFA perd automatiquement de sa valeur. Même si la France ne nous restitue pas notre or, utiliser notre or sera illégal. On va attaquer la France devant toutes les juridictions internationales compétentes pour que notre or ne soit plus pris en compte par la France dans ses gna, ses mien. Vous avez compris? Alors, ça, dites partout, Keïta dit, la sortie des États de l'AES va affaiblir le franc CFA et il y a possibilité de dévaluation du franc CFA. Je suis sûr qu'Alassane Ouattara va dire, c'est pas vrai. On a cru qu'on était bien protégé. Pourquoi il a fallu que ce petit Keïta encore, ce gars-là, il me pourrit la vie? Pourquoi encore il faut qu'il ait l'esprit ouvert pour parler de ça? Pourquoi? On était bien cachés, personne n'en parlait, on se croyait bien sécurisé. Pourquoi Keïta en parle? Keïta, qui es-tu? Pourquoi tu ne peux pas voir certaines choses passer? Alassane Ouattara, je t'ai dit, je te suis jusqu'au bout, je suis ton cauchemar. Faut sortir, je travaille. Non, sors. Quand j'ai fini. Pati Sagana. Vous y croyez? On veut faire croire que c'est nous, alors que c'est eux. Ils craignent la dévaluation. Il y aura la dévaluation. Le jour où on va quitter la CEDEAO, je vous donne juste quelques semaines, quelques mois. Au maximum 1 an, le franc CFA sera dévalué. Parce que la valeur ne sera plus. Et maintenant, nous en sortant,
Pour éviter une dévaluation, ils seront obligés d'aller vite à l'écho. Ce sera le seul moyen d'éviter la dévaluation. Et même les prédictions de l'écho, c'était en fonction du Niger, du Mali, du Burkina. Donc, même les prédictions de l'écho vont changer. Vous n'avez même pas une idée des bousculements, des bousculades économiques, des catastrophes que cela va entraîner. Vous n'avez même pas une idée. Quand les gens s'attaquent à nous, ils refusent de voir la vérité, la fuite en avant. On les regarde et on rit. On les regarde et puis on rit. Parce que même l'écho sera réévalué. Parce que ni le Niger, ni le Burkina, ni le Mali ne feront partie. Donc l'écho doit être réévalué. Le CFA sera dévalué. S'il reste dans le CFA, il y aura une dévaluation. Et pour que l'écho soit lancé, il faut désormais que l'écho... C'est pourquoi ils veulent faire tout pour éviter cela. Alors, quand il y a des situations qui se passent, on pense que nous, on est tout de suite comme ça, comme ça, comme ça. Mais les gens, ils oublient. Ils ne font pas une analyse ouverte. Ils font une analyse minimale, minimisée. Et c'est nous, on attaque. Mais les autres, là, on les garde chaud, on les oublie. Cette rhétorique, ce narratif-là, il est dépassé, il est décodé, il est démodé. Nous sommes là pour rétablir la vérité dans sa dure, pure et forte réalité. Rien d'autre. Maintenant, on va continuer d'écouter le vieux. Été désigné comme le facilitateur, le médiateur dans la CEDEAO pour nous aider à trouver une solution avec le Niger. L'Afrique de l'Ouest est un bloc où les choses se sont bien passées jusqu'à très récemment et nous devons tout faire pour que cela continue. Monsieur le Président, merci. Les choses se sont bien passées. Voilà un vieux, inconscient, idiot, irresponsable, criminel et terroriste. Couper le courant au Mali, c'est une bonne chose pour eux. Les femmes au travail qui sont mortes, les femmes pendant une intervention chirurgicale césarienne, elles sont mortes, les enfants sont morts, les bébés qui étaient dans les couveuses, ils sont morts. C'est pas ça? Est-ce qu'il est capable d'assumer ça? Est-ce qu'il va assumer ça devant l'Éternel, Allah subhanahu wa ta'ala? Et il dit les choses se sont bien passées. Merci, le vieux Grigou. Il trouve que les choses se sont bien passées. Comment? Je ne sais pas. Alors, si les choses se sont bien passées, pourquoi le Mali, le Niger, le Burkina décident de quitter la CEDEAO? Si vraiment les choses se sont bien passées, si les choses ont été bien faites, pourquoi nous quittons la CEDEAO? Si les choses sont tellement bonnes, exemplaires, bien, lui, quelle est la conception du bien chez lui, criminel et terroriste, et nous, la conception du bien? Est-ce qu'on a la même philosophie du bien? Est-ce qu'on a la même idéologie du bien? Est-ce qu'on a la même conception du bien? Comment il comprend ce qui est bien? En violant les textes, en violant sa propre constitution, il trouve que c'est bien. Quand la CEDEAO viole ses propres textes, il trouve que c'est bien. Alors, j'ai un problème avec la moralité de cet homme-là, appelé président Alassane Ouattara. J'ai un problème avec sa moralité. J'ai un problème avec sa crédibilité. J'ai un problème avec sa dignité. J'ai un problème avec le monsieur lui-même. Un mensonge aussi grotesque, on ne peut pas l'accepter continuellement. C'est pas possible. Comment il peut dire ça? Ben alors, on va continuer d'écouter. D'avoir passé beaucoup de temps à échanger sur ces questions qui nous préoccupent tous les deux. Merci d'être venu. Merci, Monsieur le Président et chers frères. Bon. Merci pour les étoiles. Merci. Merci, Beka, merci. Bon. Attendez. On va continuer. Mais avant, je vais vous amener quelque part d'abord. Comme c'est du balai, c'est du lourd. Alassane a parlé. On va décortiquer tout de suite. Fort Yassingbe, il va prendre la parole. On va décortiquer. Mais avant de donner la parole à Fort Yassingbe, avant de permettre à Fort Yassingbe de parler, avant d'écouter Fort Yassingbe, dans ses propos, on sent qu'il
il dit des choses qui... Wouh, c'est fort. Mais attendez, on va venir ici d'abord. Je vais vous amener ici d'abord et puis on va aller après avec Fort Yassimi. Juste une pause promo et puis on reprend. Frank kai ko so Frank to de ku damsa kam ne Frank so watin na fiara ni do bana dro meta dota ka damine mo juli sira bela jilen Frank be boli a bela jilen mo ko fle ni ro dumni manga ini ro kuma eti fili oma ne de shebo kai ai found se for Frank na abi Frank ni ka juguni ni be mo donola ne doma do ya trimu so shuka kene ka Frank ka kasa musala ko wale danta de muso ka kono dumi mbancho wala tuguni na dara la dongila ai bidon kilesa o ko fa na bidon duru de sa sisa no kerate ka sababu ke ala ne de frakeli kama ala barikala bi ne ya jamana nyemo sera ka papier ta ka di amana ga mango carte professionnel o tike granza ne koma ke koti don fray bana mana ki farakolo fan o fan fe abi do ka sama ka bo farakola e ki la fia ka ke ina fo e bolo choko damsa fra la ki kado o kofe ani seseli ke fra wala kerengere ne era ina fo diabete ani tension ka antege da abana kisa yere ka wala sa anga se ka mo na fani aye. Tangara, merci beaucoup. Zavate, merci. Ahmed, salut à toi. 75 01 63 95. Walma 66 11 78 49. Noka gele mama, il sait qui se fait bribri katami jengle bubu, borfantrain Alors, il s'agit évidemment de notre produit Damsa pour ceux qui ont des pathologies, des infections. Ça peut être des infections virales, ça peut être le VIH-Sida, ça peut être le cancer, quel que soit le type de cancer, ça peut être le diabète. Souvent, les gens disent j'ai un diabète type ceci, type cela. Et puis, évidemment, ça peut être aussi l'hypertension. Ça peut être la drépanocytose, l'arthrose, ça peut être des douleurs neuromusculaires, des bouffées de chaleur, ça peut être des infections pulmonaires, cardiaques, ça peut être aussi des insuffisances au cancer au niveau rénal, au niveau des reins. Et vous pouvez avoir aussi des maladies intimes, hein, c'est-à-dire au niveau des infections, des maladies, ce qu'on appelle MST, au niveau des hommes que des femmes, infections vaginales, infections sexuelles, trompe bouchée, kyste, ovulation compliquée, manque ou spermatozoïdes non salants. Alors, le Damsa, c'est pas un produit, c'est à peu près, je vous disais 16, mais nous avons ajouté un nouveau produit, ça fait 17, ce qui vous permet de vous relaxer, de dormir à souhait. Et ça n'a pas d'effet secondaire, vous pouvez trouver le sommeil facilement, ça vous permet de manger correctement, de bien vous reposer. Je vous ai dit tout à l'heure en début d'émission que j'avais pris pour bien dormir, bien me reposer. Donc j'ai pris 2 jours de repos hein, pour être au meilleur de ma forme, n'est-ce pas? Alors le Damsa. Alors donc on va continuer. Voilà. Donc alors comme je le disais, j'espère que vous recevez l'audio. Alors le Damsa, il est bon. Il est efficace, il est à la hauteur. C'est vrai qu'on a été rapidement attaqué. Donc, on est en train de... C'est un idiot là qui essaie de m'appeler. On leur dit, ils n'ont pas la courtoisie de laisser les gens. Et ils appellent de façon irresponsable et inconsciente. On vous appelle pour perturber votre intervention. Je ne sais pas pourquoi ils le font. Alors donc, je continue en disant ceci. Le Damsa, voilà, on peut vous aider à retrouver votre santé, quelle que soit la nature de la pathologie ou de l'infection, au regard de ce que j'ai cité et même au-delà de ce que je n'ai pas cité. Le Damsa, ce n'est pas un produit passe-partout, c'est une gamme de 17 produits à la date d'aujourd'hui. Ok, on a le 12 qui permet de régénérer, on a le
le 14 qui combat un grand nombre d'infections et de pathologies. On a le 12S qui donne une certaine vitalité au sang. Et le 12S, il est très efficace pour le sang. Moi, je l'utilise en ce moment. Et je vais être honnête avec vous. C'est quand vous faites la combinaison de ces produits, moi, vous savez que je dépensais à l'époque un peu d'argent dans les problèmes de rhume. Ceux qui ont les rhumes, là, surtout. Je vous jure que le Damsa, il est très bon. Ça surprend, hein, mais je le dis, c'est pas parce que je fais la promotion, parce que c'est parce que j'utilise moi-même le produit. Le rhume, là, c'est quand vous utilisez le Damsa, c'est comme si ceux qui disent qu'ils ont sinusite, là, utilisez 12-14, vous allez parler après. Votre sinusite, là, c'est comme si vous avez pris chicote pour le chicoter pour sortir de votre corps. Donc, on est ensemble. Si vous êtes intéressé par vraiment nos produits, pour vous aider, pour vous accompagner à retrouver la santé, que ce soit vous, un parent, un ami, un collègue, vous me contactez directement avec des questions vraiment bien précises. Vous venez avec des besoins précis, vous avez besoin de tant par rapport au Damsa, on vous donne le prix qu'il faut, n'est-ce pas, par rapport à cela. Donc, je suis au 223, c'est l'indicatif 72 77 47 88. Une dernière fois, c'est le 223 72 77 47 88. 72 77 47 88 pour tous vos besoins par rapport au Damsa, vous me contactez et puis sans problème je vous réponds immédiatement. Alors, on revient et on revient. On est surpris. D'abord, c'est le président Ouattara. Je ne vais pas oublier évidemment de parler de notre ravissante marraine, hein? Ok? Fatmata Batchouli, tout à l'heure on va encore brosser un tout petit peu. À la fin de notre émission, on va revenir sur les œuvres caritatives et puis sociales de cette grande dame à travers son mouvement Ambiko, ce mouvement politique et citoyen qui aide énormément aujourd'hui la population malienne à traverser vraiment des moments difficiles. C'est difficile pour tout le monde, mais quand quelqu'un décide de mettre son argent au service des autres, son amour pour accompagner les autres, on ne peut que lui dire merci infiniment. On va revenir sur Fatmata Batchouli, Inch'Allah. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est Alassane Ouattara, qui, ne l'oubliez pas, vous êtes témoin, j'avais décortiqué, analysé une enquête de Kressiapi sur Alassane Ouattara. L'enquête avait démontré que Alassane Ouattara, revenu de Paris, très énervé, avait appelé son cercle restreint pour menacer, insulter, injurier les présidents de Burkina Faso et du Mali. Pour la simple bonne raison que ceux-ci, et du Niger, et que ceux-ci ont décidé de s'assumer, d'assumer leur souveraineté face à une organisation criminelle et terroriste appelée la CEDEAO. Vous avez tous écouté cette enquête de Kressiapi. Comment il nous a menacés. Ça, c'est un. On n'a pas oublié, ce n'est pas parce que il a reçu Faure Gnassingbé que nous allons oublier qu'il nous a menacés. Pas du tout. On n'a pas oublié aussi qu'il avait envoyé 49 mercenaires pour déstabiliser le Mali. On n'a pas oublié. On n'a pas oublié aussi qu'il avait fait entrer clandestinement des militaires au Niger et après on s'est rendu compte que ces militaires se sont donné la main pour essayer de faire évader Bazoum. On n'a pas oublié tout ça. On n'a pas oublié ça, je le dis, on n'a pas oublié. Alors, il appelle Faure Gnassingbé. On va écouter Faure Gnassingbé et puis on continue. Merci, monsieur le président et chers frères, je voudrais d'abord te remercier pour l'invitation que tu m'as adressée et surtout pour l'accueil et l'hospitalité que tu as bien voulu me réserver. Ça a été une discussion Écoutez bien. Hein? Difficile. Parce que les problèmes le sont. Notre région, je crois, n'a jamais connu de telles épreuves. Le problème du terrorisme qui nous affecte tous. Parce que nous disons toujours que quand un pays est affecté,
l'ensemble de la communauté est affecté. Et je m'arrête là. Le terrorisme qui affecte notre région. Si un pays est affecté, c'est tous les autres qui sont affectés. Pendant 10 ans, ce discours-là, on ne l'a pas entendu. Pendant 10 ans, ce soutien dont on avait besoin, cet accompagnement dont on avait besoin, on n'en a jamais bénéficié pendant plus de 10 ans. Même quand nos soldats sont tués, on n'a jamais vu la CEDEAO adresser à nos pays des messages de compassion, ni au Niger, ni au Mali, ni au Burkina. Est-ce que la CEDEAO serait donc l'instrument d'une puissance étrangère à tel point de mépriser, détester et haïr ses propres frères? C'est ce dont à quoi on a assisté. On n'a jamais vu la CEDEAO adresser ces messages de condoléances à nos États lorsque nos soldats tombaient sur le champ d'honneur. Jamais. Ce qui est intéressant par contre, chaque fois que ce minable, pitoyable, regrettable, indigne président appelé Macron, chaque fois qu'il a l'opportunité et l'occasion, il vante les mérites des soldats tombés dans le nord du Mali. Mais notre organisation, qui est à la solde de la France, pendant que la France vante les mérites de ses soldats tombés, notre organisation à nous est incapable de nous adresser des messages de compassion. Donc quand Faure Gnassingbé parle ici, je veux bien savoir de quoi il parle. Quand Faure Gnassingbé parle comme ça, est-ce que c'est un langage politique ou un langage de démagogue? Faure Gnassingbé aurait pu aller droit au but, mais qui n'insulte pas notre intelligence. C'est vrai, j'ai dit grand merci à Faure Gnassingbé par rapport au port qu'il a mis à notre disposition. D'ailleurs, ce n'est pas gratuit. Ne croyez pas qu'on va au port du Togo et puis c'est gratuit, on paye. Si c'était gratuit, là, il y a longtemps, le port serait tombé, on paye. Donc, ce n'est pas une faveur qu'il nous fait, puisque en échange, nous, on paye. Le service est rendu, est payé. C'est un service monétisé. Donc, quand Faure Gnassingbé parle ainsi, je suis blessé, je suis outré, je suis énervé, je suis en colère. Qu'il arrête ce langage de duperie, de mensonge, cette duplicité linguistique qu'il arrête, cette malhonnêteté morale qu'il faut arrêter. La CEDEAO ne s'est jamais préoccupée du fait que nos États étaient attaqués par les terroristes. Qu'est-ce que la CEDEAO a fait pour nos États? Pendant que la France rend hommage partout dans le monde à ses soldats tombés, que fait la CEDEAO? Même pas un message de compassion. Et vous voulez nous dire ici que c'est difficile? Nous, on sait que c'est difficile parce que c'est nous qui sommes au charbon. Mais on n'a pas attendu fort pour que tu le dises, pour que nous, on comprenne. Donc ça, c'est un langage qui n'est pas correct. Mais j'ai une bombe à retardement pour Faure Gnassingbé. Je vais vous laisser l'écouter jusqu'au bout. Un problème qui dure. Nous avons des États, un pays qui est sous sanction, d'autres qui sont suspendus et qui font encore face à des difficultés qu'ils connaissaient déjà. Donc, nous sommes préoccupés, le président et moi-même, de la situation humanitaire dans les différents pays et nous nous sommes interrogés. C'est comme il n'y a pas de situation humanitaire. Peut-être de réexaminer ou réévaluer nos stratégies. Oh, Pati Sagana, coup de marteau, coup de marteau. Ce sera la danse désormais. Coup de marteau, coup de marteau. Coup de marteau sur la CEDEAO, coup de marteau sur Ouattara, coup de marteau sur Patrice Talon, coup de marteau sur Ambalo, coup de marteau sur Macky, coup de marteau sur Faure. Oh là là, c'est pas vrai. Salut à toi Bachili, comment va la famille, madame, les enfants, merci à toi. Ah, Allah, c'est pas fini. Pour des raisons humanitaires, il faut revoir la stratégie. En d'autres termes,
Ils veulent lever toutes les sanctions au prochain sommet de la CEDEAO. C'est ce qu'ils veulent dire ici. Mais comment cela va se faire? Alors, est-ce que vous croyez que Faure a été appelé par Ouattara et que c'est la volonté de Ouattara? Si c'est ça que vous croyez là, c'est qu'on n'a rien compris encore. C'est la France qui a demandé à Alassane Ouattara de mettre Faure en mouvement. Je ne sais pas si c'est le chef d'état-major ou le chef d'état-major particulier de Faure. Il est promotionnel au président Assimi Goïta. Ils sont promotionnels tous les deux. Ils ont fait, je crois, la même formation en même temps. Donc, il y a une amitié qui les lie. Et c'est lui qui a facilité, je vous l'ai dit la dernière fois, c'est lui qui a facilité le contact entre Faure Gnassingbé et Assimi Goïta. Et quand bien même que la France utilise Faure, comme elle l'a utilisé Blaise Compaoré à l'époque, comme elle l'utilise aujourd'hui Embalo, Macky, Talon, Ouattara, Tinibou, ils disent qu'il faut réévaluer. Maintenant, quelle est la nature de cette réévaluation? On va l'écouter. Cabri Mor n'a pas peur de couteau. Alassane Ouattara, qu'il se rappelle de ce qu'il a dit après le dernier sommet, le dernier ou l'avant-dernier sommet de la CEDEAO, quand il s'est précipité pour tenir une conférence de presse, où il a pris lui-même la décision d'envoyer un bataillon. Que Ouattara se rappelle de cela. Ce n'est pas tout. Qu'il se rappelle encore des propos qu'il a tenus avec Boubou Cissé concernant le Mali. Donc, à tous les niveaux, Ouattara a agi. Le capitaine l'a dit hier samedi. Dès que le Burkina a chassé tous les conseillers militaires du Burkina, c'est-à-dire les hommes de la DGSE du Burkina, tous les terroristes, les mouvements terroristes, les cellules dormantes ont été activées. Le capitaine l'a dit hier. C'est le même Ouattara qui a dit que le départ de la MINUSMA va créer un vide sécuritaire au Mali. Rappelez-vous, Ouattara l'a dit. Je vous ai fait écouter. Lors d'un entretien qu'il a eu avec France 24 et puis RFI, il a dit. Alors aujourd'hui, le même Ouattara vient nous dire qu'il appelle Faure et puis il dit il faut réévaluer. Réévaluer quoi? Après que nous ayons claqué la porte, il faut réévaluer. La réévaluation, parce que eux-mêmes ils ont réévalué malgré les mensonges qui ont été racontés. La réalité, elle est difficile, c'est une pilule qui ne sera pas facilement consommable. Le départ du Mali, du Niger, du Burkina, ce départ sera un véritable handicap pour la CEDEAO. Détrompez-vous. La CEDEAO va le regretter. Deuxièmement, le départ de ces trois pays, de l'UMOA, la zone monétaire, le franc CFA, la BCEAO, il y aura forcément une dévaluation du franc CFA. Je vous le dis, et je mets ma crédibilité en jeu. Je mets mon honneur en jeu. Le franc CFA sera dévalué dès que nous allons créer notre monnaie. Parce que, je vous donne un exemple simple. Votre voiture est conçue pour prendre 5 personnes. Et vous allez prendre 20 personnes. Vous allez casser la voiture, vous n'allez pas casser. L'amortisseur, si vous voulez prendre 20 personnes, la même voiture, il va falloir changer l'amortisseur, il va falloir renforcer la capacité du moteur. Sinon, vous ne pourrez pas. C'est la même chose. L'UMOA a cette position aujourd'hui parce qu'il y a 3 pays encore qui sont membres. Et si ces pays-là ne sont plus membres, l'UMOA, c'est fini, elle est affaiblie. Et ce qui est intéressant, regardez bien ce qui se passe. Il y a eu 2 faits majeurs pendant le week-end. La Banque mondiale,
la directrice des opérations de la Banque mondiale est allée au Burkina. Écoutez très bien. Elle est allée au Burkina, au Niger. La directrice des opérations de la Banque mondiale au Niger a repris contact avec le Premier ministre Lamine Zen. Ça là, écoutez bien, c'est pourquoi quand les gens parlent, quand ils parlent, vous vous calmez, vous restez, vous dites attendez. L'incontournable n'a pas encore parlé. On attend, on écoute, on va attendre d'abord l'incontournable Cheikh Oumar Keïta. Quand il va finir de parler, on saura ce qu'il faut dire. Alors, la Banque mondiale est allée au Niger, la Banque mondiale est venue au Mali. Wow, Pati Sakana, hein? Allah. Voilà des pays qu'on a cru qu'on allait être isolés. La Banque mondiale est allée demander pardon pour reprendre ses activités au Niger. Et le Premier ministre a mis la Banque mondiale à lancer un ultimatum. On va vous permettre cette fois-ci, mais la prochaine erreur de votre part, vous partez et vous ne reviendrez plus. Pourquoi la Banque mondiale est allée au Niger? Parce que la Banque mondiale a peur que les BRICS viennent prendre la place au Niger. Mais que la Banque mondiale soit allée au Niger ou pas, on est déjà prêt à travailler avec les BRICS. Donc, nous, on dit, on va diversifier notre partenariat. Donc, mieux vaut être avec nous dans la diversification que d'être à l'écart. Parce que notre diversification, elle ne va pas s'arrêter. Donc, la Banque mondiale est allée plaider pour reprendre avec le Niger. Vous vous rappelez, j'avais fait une intervention pour dire toutes les sommes pharaoniques qu'ils ont annoncées là. Mais attendez, soyons sérieux, réfléchissons. C'était à la fin de l'année. J'ai fait une intervention spectaculaire là-dessus. Allez, Banque mondiale et tous les autres. Allez-y, regardez, FMI, tout ça. Donc, ils reviennent sur... Nous, on a gagné ou on n'a pas gagné? Posez-vous la question. On a gagné ou on n'a pas gagné? C'est pas fini. Le directeur de la banque, comment on appelle ça? Je sais pas. Là, en tout cas, il y a un grand patron de la Banque mondiale qui est venu au Mali, qui a rencontré Assimi Goïta. Ils n'ont pas de problème avec nous, ils veulent travailler avec nous. Ils ne sont pas dans la politique. Parce que, pourquoi ils le font? Ils sont allés aussi au Burkina, ne croyez pas souvent. Ils sont allés aussi. Pourquoi ils le font? Pourquoi la Banque mondiale subitement visite les 3 pays? Pourquoi la Banque mondiale ne veut pas quitter l'AES? Ah Allah, réfléchissons. Parce que on a une force, une puissance, une capacité. La Banque mondiale sait qui nous sommes. Et la Banque mondiale aujourd'hui ne veut pas s'éloigner de l'AES. La Banque mondiale veut, à la création de l'AES, elle veut être partenaire comme les BRICS aussi. C'est pourquoi la Banque mondiale, elle est en train de renouer ses contacts avec les 3 pays. Soyez prêts. Le FMI aussi est en route. Je ne sais pas quand, mais le FMI aussi est en route. Mais, nous, on est suffisamment aguerris, on ne va pas se permettre d'aller prendre des crédits n'importe comment pour plomber notre économie. Non, on s'en sort déjà bien sans des prêts. Alors, est-ce qu'on va aller entêter nos pays? Parce que c'est ça, c'est ce qu'ils veulent faire. Ils croient que si on reprend les activités avec la Banque mondiale, peut-être qu'on ne va pas quitter le CFA. Mais la Banque mondiale sait que cette monnaie, elle est inévitable, elle est irréversible. Elle sera adoptée, cette monnaie. Et la Banque mondiale veut qu'à la création de cette monnaie, en fonction des taux d'échange, la parité, la Banque mondiale veut être là. Puisque nous, on n'aura plus besoin du franc CFA pour faire, par exemple, nos transactions à l'intérieur des BRICS. Et la Banque mondiale sait que les BRICS se portent bien. Et les BRICS ne sont pas dans le ciel. Hein. Les BRICS sont ici, sur terre avec nous. Donc, la Russie aujourd'hui, en Europe, la Russie est la première puissance économique de l'Europe. Je répète, vous n'avez pas compris. La Russie aujourd'hui, malgré toutes les sanctions depuis 2014, la Russie est la première puissance économique de l'Europe. La Chine, qu'on essaie de mettre comme deuxième puissance économique, en réalité, la Chine est devenue la première puissance économique mondiale.
La Russie est la première puissance économique de l'Europe. L'AES sera la première puissance économique de l'Afrique de l'Ouest. Soyez certains, ce n'est pas un mensonge, c'est la réalité, c'est la vérité. Parce qu'on a la rigueur de la gestion. Ça, c'est des détails que je vais développer un autre jour. On va continuer avec eux. De gestion et de règlement de ces crises-là. Nous sommes préoccupés également par la décision prise par nos frères de quitter la CEDEAO. Et oh là là, c'est pas... Nous n'avons pas trouvé la solution. Oh là là, ok, on va continuer. Avec ce que nous vivons, ouais, donne-moi une seconde, on va continuer. Il y a les sommets, mais entre les sommets, il est important que nous puissions avoir de tels échanges pour nous tenir au courant de l'évolution des choses, pour que les problèmes ne soient pas comme gelés entre deux sommets, mais que nous continuons de nous préoccuper, nous continuons de rechercher. Bon, il y a un système que j'ai mis en place. J'ai senti le président. J'ai mis un système en place qui permet de prendre automatiquement le relais, même si on a coupé, donc le Wi-Fi reste. Ouais, c'est un appareil, ça m'a coûté un peu cher, mais c'est bon. Toujours est-il que quand on veut travailler, on met tout en œuvre pour réussir. Alors, on continue encore. On est soucieux du sort des populations au Niger notamment. Naturellement, nous pensons aussi au président Bazoum. Nous avons parlé de cela. Mais ce n'est pas ces deux situations qui sont tristes. L'un qui est en otage et d'autres populations qui souffrent ne règlent pas le problème. Quel sens ont les sanctions que nous prenons? Comment faire pour dépasser cela? Parce que le statu quo, l'immobilisme que nous connaissons aujourd'hui n'est plus possible. Nous n'avons pas forcément trouvé une solution et elle n'appartient pas seulement au président Alassane et nous-mêmes. C'est une solution qui doit être trouvée au sein de l'organisation. Donc, les réflexions que nous avons eues aujourd'hui, les discussions qui nous ont occupés aujourd'hui, certainement d'autres chefs d'État aussi les ont, et nous avons bon espoir. Nous avons bon espoir que nous finirons. Ils disent qu'il faut revenir sur les trains de sanctions, le régime des sanctions. Ce n'est pas la solution. Dieu merci que vous l'avez compris. Mais alors, est-ce que cela va changer grand-chose dans la prise de décision de nos trois pays à sortir de la CEDEAO? Ça ne changera rien. Mais maintenant, tout ce que la CEDEAO peut faire, c'est d'éviter d'avoir un bras de fer avec l'AES. Nous pourrons, au niveau de l'AES, nous allons avoir des négociations avec la CEDEAO, mais pas en tant qu'État individuel pour intégrer la CEDEAO. Non. Nous allons avoir des discussions avec la CEDEAO uniquement sur le plan économique et commercial. Donc, le règlement de la CEDEAO, les règles de la CEDEAO, l'adhésion à la CEDEAO, ça ne nous concerne plus. C'est la même chose, la CEDEAO a des contacts avec l'Union européenne, a des contacts avec d'autres pays dans le monde, d'autres organisations. Ce sera la même chose. Donc nous allons travailler sur le statut de notre organisation, notre alliance, quels seront les rapports que nous allons avoir avec la CEDEAO, parce que nous sommes des pays frères. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes des pays frères. Donc, nous allons continuer certainement d'avoir des relations, mais purement commerciales et économiques. Plus monétaires. Non. Il faut faire la distinction de ce que je dis. Pas de relations monétaires, mais économiques et commerciales. En d'autres termes, comment les produits de l'AES peuvent entrer en Côte d'Ivoire, au Sénégal, comment on appelle, au Nigeria, au Bénin, au Togo, et ça, je ne peux pas en finir. Alors donc, c'est comment nos produits pourront entrer là-bas. C'est tout. Mais nous, retenus au sein de la CEDEAO, c'est terminé. Ça, c'est fini. C'est irréversible. Même nous allons avoir des négociations avec la CEDEAO par rapport à des échanges commerciaux. C'est tout. Ça s'arrête là. Donc, aucun texte, aucune sanction de la CEDEAO ne s'appliquera à aucun de nos pays. C'est là parce qu'on va à une confédération. Donc, c'est la confédération c'est la confédération qui aura désormais. Si on doit discuter avec la CEDEAO désormais, ce n'est plus ni le Mali ni le Burkina individuel. Non, c'est la confédération de l'AES qui va discuter avec la CEDEAO par rapport à, par exemple, des barrières douanières, par rapport à des taxes douanières, par rapport à des tarifications douanières. Ça s'arrête là. Maintenant, le temps opportun, quand la question de la monnaie va se poser, on va sortir.
Vous avez vu, on ne peut pas tout développer, on va laisser pour demain aussi. Je vais terminer en disant ceci. Vous avez tous entendu ce qui s'est passé. Il y a 89 ressortissants de l'AES, burkinabés, nigériens et maliens qui ont été expulsés de la Côte d'Ivoire. Personnellement, j'ai lu l'article. La raison pour laquelle ils ont été interpellés à Bouaké et déportés à la frontière, je n'ai pas tous les éléments. Pourquoi ça a été fait, je ne sais pas. Nous sommes à une époque, une période un peu charnière où toutes les interprétations risquent. Donc moi, je ne veux pas me livrer à des interprétations dont je n'ai pas réellement. C'est vrai qu'il y a un article que j'ai ici. Je vais lire, je vais développer, je vais encore me renseigner pour savoir pourquoi avant de venir m'engager. Parce que si on s'engage à la légère en disant certaines choses par rapport à ça, on peut alimenter des sentiments vraiment de haine dans nos pays. On peut, surtout quand vous êtes écouté. Moi, par exemple, je suis écouté, je ne peux pas me permettre de parler de certaines choses comme quelqu'un qui est à l'extérieur du Mali. Quelqu'un qui est dans un autre pays, en Europe, aux États-Unis, peut avoir ses propres remarques. Ça n'engage que la personne. Mais moi, je suis écouté dans pratiquement tous les palais de ces 3 pays. Et tous ces présidents me regardent, m'écoutent, ainsi que les premiers ministres et les ministres. Donc, il y a des propos que je ne peux pas me permettre d'utiliser. Je ne peux pas attiser la haine que dit, parce qu'on a fait ça en Côte d'Ivoire, donc on doit faire la même chose au Mali, au Burkina, au Niger. Je ne peux pas faire ça. Quelles sont les conditions pour lesquelles ces personnes ont été interpellées? Je ne sais pas. Je suis de cœur avec ces personnes, on va mener leur combat, mais de la meilleure et de la bonne manière. D'accord, il faut qu'on le fasse de la meilleure et la bonne manière. De sorte que, mais écoutez, on a des enfants ici, il y a des Ivoiriennes qui sont là, nos enfants les ont épousés. Il y a des Sénégalais qui sont là, nos enfants épousés. Moi-même, mon couturier attitré, celui qui fait mes tuniques là. Vous croyez qu'il est qui? C'est un Sénégalais. C'est un Sénégalais. Alors, est-ce que moi je dois, par à cause de Macky Sall, est-ce que moi je dois le bouder ou de lui doit me bouder? Pas du tout. Donc, on peut gérer ces choses-là, mais allons de façon intelligente, cherchons réellement. Et maintenant, nous apportons l'information. Nos présidents se sont certainement impliqués. Nos ministres sont cherchés à savoir pourquoi ça s'est passé. Et nous allons travailler dans ce sens. Mais ce qui s'est passé, je ne sais pas. Je ne voudrais pas mentir. Je ne voudrais pas attiser la colère ni la haine de quelqu'un contre qui que ce soit. Je vais d'abord m'informer, me renseigner avant de revenir. Voilà. Pas de précipitation, il n'y a pas. Non. La réciprocité, ça c'est nos États qui décident. Ça c'est à un niveau beaucoup élevé. Je laisse nos présidents décider. Ils peuvent décider aujourd'hui de faire la même chose. Je ne dirai jamais pourquoi ils font ça. C'est parce qu'ils ont trouvé suffisamment d'indices, suffisamment de preuves qui les amènent, qui les poussent à faire pareil. Donc, je vous remercie pour le partage que nous avons pu faire ensemble. On avait voulu d'abord parler de ce que Ouattara et Faure se sont dit. Mais n'oublions pas, soutenons et accompagnons notre grande dame, Fatoumata Batouli-Niang, pour tout ce qu'elle fait, ces œuvres qu'elle fait. Quand vous achetez aujourd'hui un produit Touli, c'est une aide que vous apportez à 1, 2, 3, 10, 20, 50, 60, à des milliers de Maliens. Quand vous achetez un produit Touli, c'est une manière à vous de participer aux œuvres sociales du mouvement Ambicon. C'est une façon de soutenir cette grande dame et lui dire, on est avec toi, félicitations, continue le travail exemplaire et extraordinaire que tu as commencé. Donc, on vous engage, on vous vraiment demande, il y a le thé, tous les bonbons, il y a les boissons, j'avais l'habitude de les présenter, il y a les boissons, tous les bonbons, il y a bien d'autres articles encore, tous les bonbons, elle est dans beaucoup de domaines. Évidemment, on vous encourage à soutenir le mouvement Ambicon dans ses activités. S'il y a une activité Ambicon dans votre région, dans votre quartier, dans votre commune, allez-y massivement pour soutenir ces œuvres sociales et encourager cette grande dame à continuer de faire, n'est-ce pas, ces gestes remarquables pour soutenir le Mali dans ces moments vraiment cruciaux. À vous, à chacun de vous, à chacun de nous, je vous dis infiniment merci. N'oubliez pas de partager au maximum. On est ensemble. Voilà, le combat ne fait que commencer. Le Dieu reste à venir. Demain, on va décortiquer le grand discours d'Ibrahim qu'il a
accordé aux jeunes du Burkina Faso. Demain, on va le décortiquer. Et puis, on va analyser d'autres éléments encore, surtout le Sénégal, avec ce qui se joue aujourd'hui par rapport à la Cour, autant pour moi au Conseil constitutionnel. Portez-vous bien, que Dieu bénisse chacun de vous et chacun de nous. Très bonne soirée, on garde le contact et à très bientôt.